Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, merci d'être là, je suis très content que vous soyez là. Euh, Deux mots très rapidement au niveau de la technique. Donc, il y a une équipe de Radio-Canada qui sont là, ils font un reportage sur les répercussions, disons, les ondes de choc en termes de débat de la séquence actuelle du génocide que perpétue Israël en Palestine. Et donc, ils sont avec nous. Et donc, on s'est entendu avec les super caméramans, que personne dans la salle, on ne verrait pas de visage des gens dans la salle, à part nous. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, je suis Francis Dupudéry, je suis professeur à l'UQAM, je suis le responsable de l'antenne UQAM de l'Observatoire des profilages. Céline Bello en est la directrice à l'Université de Montréal, donc je vous remercie d'être ici. Je vais y aller rapidement parce que le temps est compté. Donc, je vais y aller par une déclaration de reconnaissance territoriale. Après ça, je vais présenter nos deux invités. Donc, à l'Observatoire, comme nous faisons des activités, que ce soit en ligne ou en présence, nous reconnaissons que dans ce cas-ci, ici, c'est l'UQAM issu en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Le lieu qu'on occupe est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, évidemment, il y a encore une population autochtone diversifiée qui vit avec nous et autour de nous. Dès lors, les membres de l'Observatoire nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Et j'imagine que vous comprendrez que cette déclaration résonne particulièrement avec le thème d'aujourd'hui, évidemment, puisque c'est question de colonialisme, génocide et impérialisme. Évidemment, ils ont une résonance particulière avec le thème que nous allons discuter aujourd'hui. Céline, est-ce que tu veux dire quelques mots rapidement sur l'Observatoire ou... Donc, juste, oui, quelques mots. Donc, l'Observatoire, c'est une structure de recherche où il y a environ une trentaine de chercheurs de toutes les universités québécoises et de l'Université d'Ottawa, dans toutes sortes de disciplines, droit, sciences, politique, sociologie, travail social, criminologie. Une vingtaine de partenaires d'organismes communautaires en défense des droits et aussi plus d'une cinquantaine d'étudiants qui sont dans nos programmes de formation et qui portent la question de profilage dans leurs projets de formation et de recherche. Merci. Il y a le site Internet, évidemment, page Facebook, etc. Donc, on va procéder ainsi, si vous voulez bien. On a deux invités qui vont chacune, à tour de rôle, présenter leur point de vue, disons, leur réflexion, leur analyse pendant à peu près 15-20 minutes. Puis, on va se réserver la période de la fin pour la période de discussion et de questions. Donc, je vous encourage à garder vos questions pour la fin. Il y a des personnes en ligne aussi. Donc, à la période d'échange, là, il faudra alterner pour donner aussi la possibilité aux personnes en ligne, si elles le veulent, d'intervenir. Donc, sans plus attendre, je présente Diala Hamza, donc, qui est à mon extrême gauche, professeur d'histoire du monde arabe contemporain à l'Université de Montréal et membre du réseau Palestinian Canadian Academics and Artists Network. Pardon, je suis bien content de l'accueillir ici. Elle va parler en deuxième. Et en premier, nous aurons le plaisir d'entendre Ouda Azal, qui est à côté de moi, historienne et sociologue. Elle a aussi travaillé à la Commission des droits de la personne sur les dossiers de crimes haineux, entre autres ici au Québec, à Montréal. Elle est l'auteure du livre Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire aux presses de l'Université de Montréal. Et elle m'a permis de mentionner un chapitre dans un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Pascal Dufour. Le livre s'appelle Les profilages policiers. Et en fait, la présentation qu'elle va faire aujourd'hui, c'est en partie là, une sorte de synthèse ou de résumé de ce chapitre sur le profilage dont était la cible. Et ben, en fait, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc une vingtaine de minutes. Alors, merci beaucoup, Francis, pour l'invitation. Merci à tout le monde d'être là. Et merci à l'Observatoire des profilages et à l'UQAM de nous accueillir et d'autant plus de créer en fait cet espace de parole libre parce que c'est vrai que en ces temps, depuis 3 mois, c'est extrêmement difficile de parler. C'est très difficile de parler à cause de la censure, c'est très difficile de parler à cause des intimidations, mais c'est aussi très difficile de parler parce que c'est difficile de prendre du recul et particulièrement violent pour beaucoup de personnes en plein génocide qui se passe en direct, d'être à la hauteur de la gravité de la situation. On a toujours l'impression qu'on ne le sera pas. Donc, je voudrais quand même réussir à rendre hommage en 2 secondes, voilà, avoir une pensée et qu'on rende hommage tous ensemble au peuple palestinien qui se tient debout, depuis 75 ans et qui se tient debout depuis 3 mois face à probablement la pire épreuve de son histoire, mais qui est, j'en suis certaine, un pas vers la libération.
Alors, donc moi, dans ma perspective, je vais revenir sur l'histoire justement de ces 75 ans de colonisation. Je ne vais pas vous faire 75 ans d'histoire, mais je voudrais rappeler en fait 3 dimensions qui sont très importantes dans une perspective historique des mobilisations pour la question palestinienne au Canada, en rappelant d'abord la position internationale du Canada vis-à-vis de l'État d'Israël, qui en fait détermine là où on en est aujourd'hui. Rappeler des enjeux internes, évidemment, aussi pourquoi on a de la censure et de l'intimidation aujourd'hui par rapport à la cause palestinienne, donc des enjeux liés au racisme au Canada. Et puis, les aspects de convergence des luttes sur lesquelles moi j'ai travaillé et qui me semblent aujourd'hui très importantes aussi, puisque la lutte pour la question palestinienne résonne particulièrement avec les luttes de libération autochtone ici au Canada, mais aussi avec les luttes antiracistes d'autres populations et les luttes contre l'oppression, pour la justice sociale, etc. Donc, ces 3 aspects me paraissent importants et je vais essayer de les aborder rapidement. Donc, je commence par ma première partie qui est une espèce de rappel du rôle du Canada dans la création en fait de l'État d'Israël et qui explique en fait son soutien indéfectible à l'État d'Israël malgré des périodes historiques où le Canada essayait de jouer un rôle de médiateur en essayant de dire qu'ils étaient plutôt voilà, balancés dans leur position par rapport à l'État d'Israël. Et j'ai intitulé ça « Les liens indéfectibles entre 2 colonies de peuplement ». Donc, ça va résonner à chaque fois et je pense que c'est très important quand le Premier ministre Trudeau ou d'autres premiers ministres avant lui disent et font des déclarations pour dire qu'Israël est un allié inébranlable, que le Canada et Israël ont des liens personnels, des valeurs communes qui les unissent. Ce dont ils parlent, c'est pas ça, c'est justement de dire on est 2 démocraties, mais on est en réalité 2 colonies de peuplement. Et je pense que la participation du Canada à la création de l'État d'Israël n'est pas un détail dans l'aspect colonial est absolument pas un détail. Donc, en 1947, hop, je reviens en arrière, le Canada a joué un rôle dans la création de l'État d'Israël. On pense toujours que le Canada, c'est un État un peu secondaire dans les relations internationales, sauf que là, c'est l'ONU qui va prendre en charge la question palestinienne. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez cette histoire et ça va être compliqué pour moi d'y revenir longuement, mais en gros, la Grande-Bretagne a un mandat sur la Palestine historique. C'est la période après 1945 où tous les États, les peuples essayent d'acquérir en tout cas l'indépendance. En tout cas, c'est vers ça que le droit international, l'ONU et l'international va d'indépendance. En tout cas, dans la région du Moyen-Orient, on va avoir le Liban, la Syrie, etc., qui vont acquérir leur indépendance. Et donc, la Palestine, logiquement, aurait dû acquérir son indépendance et donner au peuple palestinien autochtone un État, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Grande-Bretagne se retrouve avec des revendications parallèles qui sont celles du mouvement sioniste à qui elle a promu dès 1917 qu'elle lui offrait un foyer juif en Palestine. Bon, vous connaissez cette histoire, j'imagine, mais du coup, l'ONU se retrouve avec des attentats terroristes des groupes sionistes, des revendications d'avoir un État là, et évidemment les Palestiniens qui, eux, veulent l'autodétermination. Et donc, l'ONU prend en charge ça, et au moment où l'ONU prend en charge la question, elle va créer une commission qui s'appelle l'UNSCOP, dans laquelle il y a 11 États dits neutres, mais bien sûr, ça n'existe pas à l'époque, ni maintenant d'ailleurs. Et donc, dans ces États neutres, on a le Canada qui va jouer un rôle actif, non seulement dans la proposition et la recommandation du partage de la Palestine historique, mais aussi dans le tracé, en fait, de cette division de la question palestinienne. Donc, c'était évidemment pas la bonne solution à proposer. En tout cas, elle violait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais par ailleurs, le tracé était très inégalitaire et très favorable à la partie sioniste dans cette division de la Palestine. De toute façon, ensuite, la question passe à l'ONU, à l'Assemblée générale des Nations unies. Et là encore, le Canada va peser, notamment Lester B. Pearson, qui est le représentant du Canada à l'ONU et qui va vraiment faire un gros travail pour que la solution de partage soit votée par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors évidemment, les États-Unis jouent aussi ce rôle en essayant de convaincre d'autres pays. Enfin bon, il y a cette histoire est assez intéressante. Mais d'un point de vue canadien, les groupes sionistes à l'époque qui, évidemment, avaient beaucoup influencé Pearson et qui sont très contents et le considèrent, l'ont même appelé le Lord Balfour du Canada. Et il disait, si Balfour a donné un foyer aux Juifs, Pearson leur a octroyé un État. Donc, c'est vraiment une reconnaissance très forte vis-à-vis de l'État canadien dans la création de l'État d'Israël. S'ensuit la Nakba, donc 1948-1949, il y a une guerre et là,
Israël s'installe comme une colonie de peuplement avec tout ce que ça implique, là encore, hein, résonance avec la question des autochtones ici, des massacres, du nettoyage ethnique, l'accaparement des terres et des ressources, et surtout l'installation d'une population à la place d'une autre, et donc son éviction est voilà, le principe même. Et depuis 75 ans, cette Nakba se poursuit. Alors évidemment, aujourd'hui, on le voit de manière plus directe et beaucoup plus violente, mais en fait, c'est un processus avec de la colonisation, de l'accaparement des terres qui ne s'est jamais arrêté depuis 75 ans. Donc, le Canada, de par son histoire coloniale et les pratiques racistes et dans sa place sur l'échiquier mondial, va toujours partager ses valeurs communes avec Israël. Et c'est ça qui explique, entre autres, et je vais arriver à la question aux enjeux internes, mais c'est cette position internationale vis-à-vis d'Israël qui fait que toutes les revendications pro-palestiniennes au Canada sont réprimées. Enfin, je veux dire, il y a une logique, voilà, on va à l'encontre d'une position politique internationale fondamentale qui implique aussi, bien sûr, des liens commerciaux, des liens économiques dans la région, etc. Donc, j'en arrive à ma deuxième partie, qui est vraiment la question des revendications et des mobilisations pour la cause palestinienne au Canada. Donc, elle s'inscrit en fait, le profilage, donc moi j'ai parlé justement, notamment dans cet ouvrage, de profilage à la fois politique et racial des défenseurs de la cause palestinienne. C'est-à-dire que bien sûr, profilage politique, puisque ils contreviennent à la politique internationale que veut présenter le Canada, mais aussi en fait, les revendications pro-palestiniennes dénoncent la position du Canada et du coup cassent cette image, en tout cas dans les années 50, 60, 70, que le Canada veut encore préserver, qu'il maintient une position d'équilibre, puisqu'il fait aussi du commerce avec les pays arabes de la région et qu'il ne veut pas passer pour, il dit, non, nous on est neutre et on fait du commerce avec tout le monde. Donc, de casser cet équilibre qu'essaye de maintenir le Canada, c'est aussi la raison pour laquelle il y a un profilage politique et une envie de faire taire les revendications pro-palestiniennes et les dénonciations des politiques canadiennes. Deuxièmement, on a un profilage racial parce que, bon, faut aussi se rappeler que pendant très longtemps, pour beaucoup de communautés au Canada, notamment les populations qui se disent arabes, elles sont frappées de stéréotypes orientalistes, de politiques restrictives migratoires, tout ce qui est Asian Act, etc., ont visé aussi les populations originaires de ce qui fut l'Empire ottoman, puis le Moyen-Orient, etc. Et donc, il y a aussi tout le racisme, tout simplement, dans la hiérarchie raciale canadienne, qui joue aussi un rôle et qui se maintient très longtemps, qui se maintient même après que les lois discriminatoires, migratoires notamment, aient plus ou moins disparu. Moi, j'ai lu beaucoup d'archives où on voit quand il y a des échanges de lettres, des revendications pro-palestiniennes, clairement des agents du gouvernement qui disent « Ah, ben ces personnes-là sont extrémistes, mais bon, elles sont arabes, elles sont enclines à l'extrémisme. Hein. » Et donc, on a vraiment des poncifs orientalistes et racistes qui demeurent et qui font que ces revendications vont être surveillées et réprimées. Et puis, le troisième point auquel je reviens et dont je parlais en introduction, qui est la convergence de la solidarité pour la cause palestinienne avec tous les groupes et toutes les causes dissidentes à l'époque de l'ordre économique et politique canadien, tout ce qui est mouvement de gauche, communiste, indépendantiste québécois, j'y reviendrai, bien sûr tout ce qui est mouvement autochtone, mouvement antiraciste noir, etc. Il y a vraiment un spectre d'alliance idéologique dans ces revendications, qui est plutôt en fait vraiment plaisante à regarder à l'époque, où on voit vraiment des vrais mouvements décoloniaux et antiracistes, et bien sûr un État que ça panique évidemment ce type de revendications pour des enjeux internes et internationaux. Et donc, ce qui explique le profilage racial et politique. Alors, de manière plus concrète, entre 1945 et 1967, on a des revendications pour la question palestinienne au Canada, mais elles sont vraiment embryonnaires. Et en effet, les groupes sionistes sont beaucoup plus forts, parce que souvent on dit ça, on dit que les groupes sionistes étaient beaucoup plus forts, et ça explique pourquoi les revendications pour la défense de la cause palestinienne n'ont pas été entendues au Canada. Il y a un peu de ça. Il y a aussi ce que je disais, le fait que le Canada avait plus intérêt ou en tout cas avait décidé de défendre plutôt l'État d'Israël. Mais quand même, c'est vrai qu'elles sont embryonnaires, et ça, c'est dû à la sociologie et à l'histoire de l'immigration arabe au Canada, qui n'est pas très forte, qui n'arrive pas à s'organiser politiquement. Mais après 1967, là, on a vraiment un pic,
et un grand moment d'activisme politique de plusieurs groupes d'ailleurs, dont les Arabes au Canada, autour de la Fédération canado-arabe notamment, mais aussi de comités Palestine dans des universités, notamment au Québec, etc. Et, euh, et donc, durant toute cette période, on va avoir, et donc moi j'ai regardé évidemment les détails de toutes ces mobilisations, mais aussi la manière dont elles étaient surveillées. Et je pense que cette question de la surveillance est extrêmement importante. Alors il y a la question du profilage en tant que tel et tout ce que ça implique, mais la surveillance, c'est vraiment quelque chose qui était tangible et qu'on pouvait analyser. Donc beaucoup de témoignages sur des visites de militants à leur domicile, des personnes qui se font photographier, des personnes qui soupçonnent que leur téléphone est sous écoute, des agents infiltrés. Alors à l'époque, et ça s'est développé après aussi, mais il y a eu des preuves et de la documentation sur des agents infiltrés, notamment sur les mouvements antiracistes noirs au Canada, mais il y avait aussi, semble-t-il, des agents infiltrés dans les mouvements pro-palestiniens, alors ça pouvait même être les mêmes. Et puis des découvertes de micros, par exemple, vraiment de l'écoute, voilà. Et ça, c'est intéressant et ça peut résonner avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment, les méthodes de surveillance sont plus du tout les mêmes, donc c'est très électronique et tout, donc c'est plus compliqué. Mais à l'époque, on a des scandales où une association va découvrir dans ses bureaux des micros cachés et comprendre qu'elle est écoutée et surveillée. L'autre chose qui était assez importante, c'est toutes les collaborations entre les services de renseignement canadiens et états-uniens. Là encore, résonance avec aujourd'hui. Les États-Unis qui mettent en place vraiment dans les années 70 une opération de surveillance systématique des militants arabes pour les identifier contre le terrorisme. Là encore, donc parallèle très intéressant. Il faut savoir qu'à l'époque, Yasser Arafat, l'OLP est considéré par le Canada et les États-Unis, bien sûr, comme une organisation terroriste. Et ils vont continuer à les considérer comme une organisation terroriste légalement, enfin dans leur propre loi, jusqu'à bien plus tard que le moment où l'ONU, lui, reconnaît Yasser Arafat à partir de 1974 comme un observateur, un représentant du peuple palestinien à l'ONU. Et donc, par exemple, au moment où Arafat vient faire son discours à l'ONU en 1974, des voitures de militants canadiens arabes vont à New York pour l'écouter. Elles sont systématiquement toutes arrêtées, toutes contrôlées. Donc, il y avait eu des échanges de renseignements. On surveillait bien ce que les militants faisaient. Il y a même un militant qui m'avait dit, et je vous le dis parce que c'est une anecdote intéressante, il avait demandé à l'agent des États-Unis, mais vous avez quoi contre moi? Chaque fois que je passe la frontière, vous m'arrêtez. Et il lui répond, vous avez le profil du parfait terroriste, on n'a rien contre vous, mais on a beaucoup d'éléments suspects. Et je pense que cette phrase, elle résume ce qu'on appelle justement les faisceaux d'indices et qui ensuite, qu'on voit en fait se décliner ensuite assez fortement sur l'image du terroriste palestinien, qui aujourd'hui est l'image du terroriste musulman, hein, vraiment dans des continuités qui me semblent assez intéressantes à garder en tête. Et juste, je vais vous raconter une autre anecdote pour que ça soit quand même un petit peu incarné. Donc, je raconte beaucoup d'anecdotes dans le chapitre d'ouvrage et dans mon livre, mais une d'entre elles qui était vraiment la plus importante, c'était l'affaire des Jeux olympiques de Montréal. Vous savez qu'il y a eu les Jeux olympiques à Montréal en 1976, mais juste avant, il y avait eu ceux de Munich en 1972, qui avaient abouti par la mort d'athlètes israéliens. Bon, bref. Et donc, évidemment, les Jeux olympiques suivants qui ont lieu, tout le monde est sur les dents sur les questions de sécurité, etc. Et là, le Globe and Mail sort une révélation de complot fomenté par des Canadiens arabes. Alors, l'article est foisonnant, enfin, c'est hyper intéressant à lire, de raccourcis racistes où c'est des agents étrangers, ils vont infiltrer et ils sont là, ils surveillent, ils préparent des attentats pour les Jeux olympiques, etc. Donc, les militants arabes qui sont des militants, voilà, qui font des actions classiques légales, etc., vont être reconnus parmi ces personnes qui sont surveillées, qui seraient des conspirateurs, qui seraient des terroristes, etc. Évidemment, l'affaire tombe complètement à plat, puisque en fait, il n'y a aucune arrestation, il n'y a aucune preuve, il ne se passe rien, c'est juste créer une psychose autour de ces personnes. Mais évidemment, ça va décourager des vocations militantes, ça va faire perdre des emplois. Enfin, vous voyez les conséquences que ça peut avoir d'être reconnu comme un des terroristes de telle ville. Des fois, ils décrivaient, je ne sais pas moi, un Canadien arabe à Edmonton qui a un resto. Enfin, bon, voilà, tout le monde savait qui ça pouvait être. C'était vraiment très problématique.
Et puis en 1977, on a la preuve de cette surveillance systématique des militants arabes, puisque le gouvernement met en place une commission d'enquête qui s'appelle le rapport McDonald, que donc vous avez sans doute entendu parler, qui en fait fait suite surtout aux énormes scandales de surveillance des mouvements indépendantistes québécois, mais qui va du coup enquêter, et c'est 3 tomes de rapports énormes sur en fait toutes les pratiques de la GRC de surveillance. Et là, il y a une petite partie sur les communautés arabes où clairement il est dit on a surveillé des centaines de militants, on n'avait rien contre eux, mais il y avait des faisceaux d'indices et bien sûr tout ça peut s'analyser. Et donc tout Canadien suspecté d'être sympathisant de l'OLP pouvait être considéré comme un conspirateur, un criminel, un terroriste. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiance, il y a beaucoup d'autres anecdotes dont je pourrais vous parler, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a une espèce de continuité dans ce profilage politique et racial sur ces questions. Alors, peut-être pour terminer, donc après 1970-1980, en fait, il y a une continuité. Alors moi, je n'ai pas étudié en détail cette période-là, mais je ne crois pas que grand monde l'ait étudié, malheureusement. Il y a quelques études sur la première guerre du Golfe, où il y a eu déjà dans les années 90 des surveillances de manifestations pro-palestiniennes, de manifestations contre la guerre. Et puis évidemment, le pic qui sera après le 11 septembre, où là, on est vraiment clairement dans la guerre contre le terrorisme, la construction de la menace musulmane et vraiment des systèmes de surveillance et de profilage très élargis, où justement, ce que je disais, on a cette figure du terroriste palestinien qui reste, hein, vous voyez bien qu'elle n'a pas disparu, mais qui va résonner avec l'image plus récente du terrorisme musulman, ou en tout cas qui va s'imbriquer, puisque maintenant, on a vraiment une imbrication entre les deux. Et du coup, j'en profite pour citer Aziz Choudhry et son ouvrage sur la surveillance. Je vous redonnerai le titre, j'aurais dû le mettre avec toi aussi, qui est très important, mais qui explique que la guerre contre le terrorisme fournira un cadre et une série de justifications permettant aux États d'identifier un spectre d'idées et d'activités dissidentes, ainsi que les dernières communautés suspectes. Donc, on voit comment on construit à la fois l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur, et puis ces faisceaux d'indices qui font qu'on surveille des causes qu'on va disqualifier parce qu'elles sont portées par ces personnes qui elles-mêmes sont suspectes et qu'on va surveiller, réprimer, voilà. Et donc, on voit aussi, et je pense que ça, c'est important à rappeler, qu'il y a toujours dans ces questions de sécurité nationale, la question des frontières et des étrangers qui est posée. Donc, on a bien un lien entre les doubles loyautés, les questions de tension internationale et la surveillance des frontières d'hier à aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Et on l'a beaucoup vu au Canada avec justement, et aux États-Unis d'ailleurs, avec comment on suspectait, on surveillait notamment les populations musulmanes et les personnes qui venaient de certains pays. Donc voilà, cette continuité, elle est importante. Et c'est comme ça qu'on voit la situation géopolitique et qui se lie aux politiques internes d'un État. Et donc, juste pour terminer, la conséquence, et du coup, ça va faire la transition avec ce dont va parler Diala, la conséquence, en fait, du profilage, en gros, la conséquence des surveillances, des suspects, fait d'être suspect, et les conséquences aussi d'une image médiatique. J'en ai pas parlé, mais à l'époque, et c'est vraiment, ça résonne avec aujourd'hui de manière assez frappante, à l'époque, il y avait vraiment une dénonciation par les organisations arabes de l'image médiatique, à la fois des stéréotypes racistes qu'il y avait contre les Arabes et avec vraiment une image médiatique totalement biaisée. On ne disait pas la vérité sur l'histoire de la question palestinienne, etc. Donc, voilà, là, je pense que ça résonne assez bien. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça affaiblit, en fait, les mouvements de résistance ici pour la cause palestinienne. Et on voit bien la capacité d'agir. On voit bien que, justement, c'est très coûteux. Et c'est encore coûteux aujourd'hui. Et je pense que Diala va en parler. C'est peut-être vraiment... Ça atteint peut-être des proportions qui sont assez inédites en ce moment quand même sur ce qu'on a le droit de dire et la manière dont ça peut se répercuter sur les personnes. Et voilà, donc c'est assez important. Et donc l'image médiatique, la surveillance, les conséquences sur les personnes vont faire que la lutte pour la cause palestinienne et la liberté de s'exprimer publiquement et d'exprimer publiquement ce soutien a été dans l'histoire en fait fragilisée déjà avant. Aujourd'hui on se retrouve avec ça. C'est ce qui explique que les mouvements sont parfois pas très forts et qu'on se dit oh c'est dommage quand même, ils résistent pas beaucoup, ils sont pas très. Ben oui, mais s'ils ont été surveillés, réprimés, que c'est coûteux, ben c'est plus difficile en fait la répression. Faut y résister, mais ça marche. En fait, ça marche d'une certaine manière, malheureusement.
Et donc, bien sûr, avec des qualifications aussi de délits criminels, hein, je veux dire l'apologie au terrorisme, les crimes haineux aujourd'hui, l'incitation à la haine, les questions de l'antisémitisme, etc. C'est clair que voilà, c'est une criminalisation de la défense d'une cause politique et du coup une disqualification de la cause elle-même qui amplifie par ailleurs le racisme qui déjà est très fort au Canada d'ailleurs. Voilà, je suis à peu près bien. Un grand merci. Merci. Je vous rappelle donc ce que Ouda vient de nous présenter là, c'est aussi présenté dans le chapitre, donc dans le livre Profilage policier qu'elle a écrit. Et elle a parlé d'anecdotes là, mais il y a des anecdotes vraiment incroyables d'autres anecdotes d'infiltration qui sont documentées par son terrain et par ses enquêtes dans les archives et ses entretiens. Entre autres, la visite de deux membres du Black Panther qui arrivent à l'aéroport d'Orval à l'époque. Et que les membres d'un collectif pro-palestinien accueillent à Montréal, font visiter. Ils disent qu'ils vont aller se promener dans le centre-ville. Finalement, ils disparaissent. Et puis, les deux vrais délégués du Black Panther arrivent à l'aéroport et téléphonent en disant « Mais vous n'êtes pas là pour venir nous chercher. » Et en fait, ils n'ont jamais retrouvé les deux autres qui avaient disparu. Donc, on n'a jamais su si c'est GRC, FBI, CIA ou les gardes de l'UQAM. Voilà. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup à l'UQAM, à l'Observatoire de cette invitation. Merci à Roda surtout aussi de m'avoir épargné finalement vaste fresque historique. Mon propos sera beaucoup plus centré sur... Je vais essayer, ma voix ne porte pas beaucoup. Mon propos donc portera beaucoup sur des événements très récents et québécois et montréalo-centrés. Avant toute chose, je voudrais dire la chose suivante, que cette petite intervention, je la dédie à la mémoire des milliers de mortes et de morts, de blessés, de mutilés palestiniennes et palestiniens, adultes, enfants, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette petite intervention prend aussi acte du courage de quelques poignées de valeureuses et valeureux collègues et actrices et acteurs de la société civile au Canada et au Québec qui œuvrent inlassablement pour que les voix palestiniennes et les voix pour la Palestine percent à travers le bouclier de la censure institutionnelle, souvent au risque de leur gagne-pain, de leur réputation, de leur santé mentale. Elle prend aussi et surtout acte du courage des étudiantes et des étudiants intrépides du Québec et du Canada, à leur mobilisation exemplaire, à leur énergie inspirante, des étudiantes et des étudiants qui payent un prix exorbitant pour leur engagement sans faille au service de la cause palestinienne et plus généralement de la justice sociale. Alors, comment commencer ce propos sur ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être en rappelant un événement récent qui ne s'est pas passé au Québec, mais qui a une portée paradigmatique sur ce qui se passe aujourd'hui. Une façon pour moi aussi de situer ce qui se passe aujourd'hui en lien avec ce qui se passait déjà avant le 7 octobre. Juriste de grande renommée, spécialiste de droit international et des droits de la personne, Valentina Azarova s'était vue retirer, à l'automne 2020, une offre d'emploi acceptée à l'Université de Toronto après l'intervention d'un grand donateur de cette université. L'affaire qui désormais porte son nom révèle de manière paradigmatique donc tout ce qui ne va pas dans l'espace public et dans l'espace universitaire canadien, eu égard à la question palestinienne. À commencer par la vulnérabilité de l'université néolibérale au rôle exorbitant joué par la philanthropie dans le financement des universités et la préséance totalement assumée de la réputation de l'université néolibérale sur la liberté académique, pourtant pilier reconnu de la mission universitaire. Nonobstant ce scandale qui a valu en 2021 un blâme à l'Université de Toronto de la part de l'ACPU, l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université, ne peut pas se comprendre sans d'abord exposer ces conditions de possibilité, soit la normalisation, la naturalisation du palestinien et de ses soutiens en antisémites. Une normalisation, une naturalisation dont l'expression la plus aboutie est son déploiement transpartisan,
hésite à parler de droite et de gauche, mais on s'entend, et son outil le plus redoutable, qui est l'adoption de la définition controversée de l'antisémitisme promue par un obscur organisme appelé l'IHRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, qui se présente comme une agence intergouvernementale. Une définition donc de l'antisémitisme promue par cet organisme et adoptée au Canada à quasiment bientôt tous les échelons gouvernementaux. Diffusée agressivement partout dans le monde depuis 2016 par les lobbies israéliens, cette définition, qui amalgame critique d'Israël et antisémitisme, bénéficie au Canada et au Québec de relais institutionnels dont les effets sur l'opinion publique et dans le milieu universitaire se traduisent par ce qu'on appelle une cancel culture, une culture du bannissement, de l'annulation, d'autant plus spectaculaire qu'elle n'est absolument pas problématisée comme telle. Il est ainsi normal que les médias s'abstiennent de parler de Palestine, par exemple, et privilégient la forme adjectivale palestinien ou palestinienne, puisque la Palestine n'existe pas. C'est la politique très officielle imposée aux journalistes de la CBC, et il est aussi normal qu'un recteur d'université québécoise, en l'occurrence l'Université de Montréal, dans sa déclaration du 12 octobre, soit 5 jours après l'attaque du Hamas, intitule ce qu'on sait déjà être une violence génocidaire déchaînée par Israël contre les Palestiniens de Gaza, message à propos de la situation au Moyen-Orient, une déclaration dans laquelle il trouve le moyen de ne pas mentionner une seule fois le nom de Palestine, de Palestinienne, de Palestiniens. Il est enfin tout à fait normal, mais la liste n'est absolument pas exhaustive ici, que devant ce même recteur et devant l'assemblée universitaire de l'institution qu'il dirige, une collègue qui plaide la suspension des accords de l'UDM avec les universités israéliennes soit traitée d'antisémite sans que personne ne bronche, absolument personne, à l'exception d'un étudiant. Indicible, inaudible, invisible, la Palestine et les Palestiniennes et Palestiniens, violemment altérisés et déshumanisés par la propagande israélienne sur la scène internationale, via les transactions de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, comme dans les manuels scolaires israéliens, et je nous renvoie ici aux travaux fondamentaux de Nourit Peled El-Hanan, annonce très certainement non seulement les modalités d'extermination ou le sort qui sera réservé aux futurs fauteurs d'empire et de suprématisme du Grand Sud, mais expose de manière crue notre crédibilité en tant que société démocratique et en tant qu'acteurs et actrices, intellectuels, militantes et militants, à notre rôle dans l'érosion affolante et dont on peut se demander si elle n'est pas irréversible, d'une culture critique et d'une culture éprise de justice sociale. Alors, dans ce qui suit, je nous propose non pas un tableau exhaustif des cas absolument délétères et qui explosent de sang-froid à travers les campus québécois et canadiens, ainsi que dans la société civile depuis le 7 octobre. C'est un vaste chantier qui est en cours et une recension qui est actuellement effectuée par des collectifs universitaires anciens et nouveaux à travers le pays. Mais je nous propose l'examen d'une série d'événements auxquels j'ai été personnellement associée à titre divers en tant qu'universitaire à l'IDM et en tant que militante au sein de la coalition BDS Québec. L'exercice ne se veut pas nombriliste, mais cherche à faire entendre une voix palestinienne censurée aussi bien par l'université néolibérale et pas décolonisée pour un sou que, paradoxalement, par les voix pour la Palestine au Québec. Je vois que ça a déjà avancé. Oui, j'ai aussi intitulé donc ma présentation Palestine non-lieu. J'essaierai de revenir, si j'ai le temps, sur cette analogie juridique, puisque par non-lieu, j'entends pas seulement que la Palestine n'existe plus, cartographiquement, elle n'existe plus. On nous dit que la Palestine n'existe pas, ce qui justifie que les journalistes ne puissent utiliser le mot de Palestine, mais j'entendais aussi, bien entendu, le terme non-lieu en son sens juridique. Je trouve la définition que j'avais notée quelque part, peu importe.
qui veut qu'un juge n'instruise pas une affaire faute d'éléments ou faute de preuves. Donc, nos yeux devraient être rivés aujourd'hui sur ce qui se passe à La Haye. On verra effectivement si la Palestine est un non-lieu ou si la justice internationale réussira à la restituer dans sa géographie et dans sa réalité politique. Donc, j'ai signalé tout à l'heure, d'ordinateur, pardon, que l'une des réussites absolument spectaculaires de cette définition de l'antisémitisme promue par l'IHRA au Canada et ailleurs est d'avoir finalement transcendé les divisions partisanes. J'ai mis ici à l'écran de manière extrêmement sélective une série de balises contextuelles pour vous montrer l'étonnante continuité ou consensus politique à travers les gouvernements canadiens des 20 dernières années. J'ai intitulé donc les années Harper comme les années de plomb 1 et les années Trudeau, mais aussi les années Legault comme les années de plomb 2. Donc, je ne vais pas m'étendre évidemment sur la politique pro-israélienne acharnée de Stephen Harper, mais signaler le paradoxe insupportable de voir que cette résolution parlementaire anti-BDS, donc anti-mouvement de boycott des investissements sanctions, n'est pas votée par le gouvernement Harper du temps de son mandat, mais bien par le gouvernement Trudeau. La résolution est une résolution conservatrice, mais elle sera adoptée à une majorité absolument écrasante, honteuse, à 229 pour, 51 contre. Les libéraux il n'y aura que 3 libéraux qui voteront contre. Elle est donc massivement sanctionnée par le gouvernement Trudeau. Beaucoup de parlementaires libéraux seront comme par hasard absents le jour du vote. Bref, donc une résolution qui sort droit donc de la politique des conservateurs, mais qui est complètement adoubée, sanctionnée, adoptée par les libéraux canadiens. Un renouvellement de l'accord de libre-échange israélien, canado-israélien, du temps de Harper comme du temps de Trudeau. Comment dire, un marché de l'armement hyperactif du temps de Harper comme du temps de Trudeau, et l'introduction donc de cette définition que je mentionnais dans ma petite introduction, de cette définition de l'antisémitisme, insérée dans la stratégie antiraciste canadienne 2019-2022 par le gouvernement Trudeau, et sa nomination d'un sioniste notoire, le juriste canadien Irwin Cotler, comme envoyé spécial auprès de l'IHRA, et dont le mandat express est de faire adopter cette définition absolument délétère, non seulement à tous les échelons gouvernementaux, du Canada et si possible dans les provinces, mais les provinces n'ont pas besoin de lui pour s'en occuper toute seule, merci, mais aussi surtout dans toutes les institutions d'éducation, que ce soit secondaire ou post-secondaire. Au côté Québec, nous ne sommes pas en reste, puisque le Québec solidaire, qui avait tenté de bloquer une motion que tentait d'imposer le gouvernement Legault pour faire adopter la définition d'antisémitisme. Donc, la motion avait été bloquée, et le gouvernement avait annoncé qu'il allait adopter cette définition. C'était déjà à l'été 2021. Le même gouvernement Legault qui nous annonce l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv, donc au cœur de l'ambassade canadienne à Tel Aviv, en pleine arrivée au pouvoir du gouvernement fasciste israélien actuel. Alors,
les événements que je vais passer en revue avec vous et dont je vais essayer de tirer quelques éléments d'analyse, je les ai classés en trois grandes catégories. Certaines relèvent de l'avant 7 octobre. On pourrait tomber dans une catégorie que j'appellerais le 8 mai, où on assiste à une véritable abdication de la culture critique et de l'éthique. Et je verrai avec vous cette résolution que j'ai présentée, c'était moi, devant l'Assemblée universitaire de l'UDM pour faire suspendre nos ententes universitaires avec les universités israéliennes. Et puis, je passerai, je mentionnerai ensuite deux campagnes de la coalition BDS Québec, avec beaucoup de douleur, je dois dire, puisque je vois dans la salle des camarades, des compagnons et des compagnonnes de route dans ces luttes-là. Une autre catégorie concerne des événements qui ont été, comment dire, pensés, mis en place avant le 7 octobre et pour lesquels le 7 octobre aura des répercussions absolument catastrophiques et directes. Et puis, je reviendrai sur la patate chaude de l'antisémitisme en invoquant avec prudence et humilité, ce qu'on a appelé l'incident de Concordia, et qui a concerné un étudiant et un chargé de cours de l'UDM qui se trouve être mon doctorant et qu'on a peinturé comme l'antisémitisme absolu, donc à l'occasion d'une manifestation qui avait mal tourné sur le campus de Concordia. Ce doctorant et chargé de cours était parti soutenir SPHR, donc la Student for... SDHPP. Non, c'était Concordia. Voilà, donc oui, l'équivalent de la SDHPP à Concordia. Il était là pour soutenir les étudiants qui faisaient une collecte de fonds pour Gaza en vendant notamment des kéfiers, et il s'était exprimé contre donc, les étudiants sionistes qui étaient venus narguer les étudiants de SPHR, donc qui brandissaient des posters disant « We stand by Israel, we stand by Bibi Netanyahu ». Excédé, il crie et il est photographié, et enfin, il est filmé et c'est devenu viral sur les médias sociaux. Go back to Poland. Bon, je reviendrai là-dessus. Encore une fois, comme je vous le disais, avec prudence et humilité, parce que je ne veux pas parler sous dos et je ne veux pas parler à sa place. Mais j'ai des choses à dire sur cet événement qui a provoqué qui a été l'objet d'un tabou absolu et dont personne n'a voulu parler depuis. Donc, premier événement dont je voulais parler, c'est cette résolution que j'ai présentée il y a exactement un an, en décembre 2022, oui. Donc devant l'Assemblée universitaire de l'Université de Montréal. Ce qui m'avait poussé à le faire, c'était comment dire, le choc de découvrir que nous avions à l'époque 10 ententes avec cette université israélienne. Et à vrai dire, ce qui m'a motivé à soumettre cette résolution, c'était ma participation dans une autre campagne qui visait en fait à sensibiliser tous les recteurs des universités canadiennes qui avaient été approchés par CIJA, le Center for Israel and Jewish Affairs, qui paye systématiquement et régulièrement des voyages aux frais de la princesse à des parlementaires canadiens, mais aussi à des présidents d'université, à des capitaines d'industrie, etc., etc. Nous avions eu vent, donc un groupe d'universitaires canadiens québécois avait eu vent de ce que CIJA tramait, en fait, cet été-là. C'était l'été 2022. Et donc, lors de la première réunion de l'Assemblée universitaire, dont je suis membre, j'ai interpellé en lui disant « Vous avez été invité, avez-vous l'intention d'y aller ?» Il avait été extrêmement surpris de la question, il ne s'y attendait pas, et il a bafouillé, bredouillé quelque chose comme non, je ne suis pas au courant, mais en fait, de toute façon, je n'avais pas le temps d'y aller. J'avais été absolument
effaré par la réponse. Et donc, je lui avais dit, donc, si vous aviez eu le temps, vous y seriez allé. Donc, j'ai regardé à ce moment-là, j'ai fait le tour de nos ententes et j'ai fini par soumettre en décembre, donc, cette résolution qui, à ma surprise, a été présentée, enfin, a été acceptée par le comité de l'ordre du jour parce que il faut montrer patte blanche lorsqu'on décide de s'exprimer devant ces instances-là. 1 heure et demie de débat dont je n'ai pas encore, que je n'ai pas encore complètement digéré. Je ne peux pas donc vous le résumer intégralement, si ce n'est pour vous dire que parmi les positions les plus effarantes, enfin, comment dire, une position qui permettrait de synthétiser en grande partie le débat qui a eu lieu autour de cette résolution, qui évidemment a été battue à plat de couture, 42 contre, 14 pour, 7 abstentions. Eh bien, ça a été de m'entendre dire, après que j'ai présenté les faits étant ces multiples rapports qui thématisent et dénoncent l'apartheid pratiqué par Israël contre les Palestiniens. Donc, après une présentation extrêmement factuelle, extrêmement documentée, le document qui accompagnait la résolution faisait 5 pages et détaillait également ce qui était extrêmement problématique dans les universités israéliennes, qui ne sont pas votre petite université du coin de la rue, mais qui sont une partie prenante du complexe militaro-industriel israélien. Donc, après avoir détaillé tout ça, je me suis entendu dire, oui, il y a apartheid, mais... Oula. Donc, le 8 mai m'avait complètement bouleversé. Ce qui avait été aussi tout à fait étonnant, c'était évidemment de s'entendre dire que oui, mais alors si on commence à déballer le linge sale israélien, pourquoi pas l'Arabie saoudite, pourquoi pas l'Iran, ce qu'on appelle le whataboutery ou le whataboutism. Absolument effarant aussi de s'entendre dire, mais oui, soyons plus proactifs, invitons les Palestiniens pour les exposer, je cite, au pouvoir hallucinant de notre liberté. Autre résumé donc de ce débat-là, c'était donc que tout l'argumentaire ou tout le problème était renversé sur sa tête. Le problème, c'était Israël, c'était pas les Palestiniens. Le problème, c'était les libertés universitaires israéliennes. Le problème, c'était la mobilité professorale de ces pauvres collègues israéliens. À aucun moment, les Palestiniens n'étaient donc mis de l'avant et les vertus d'un boycott n'étaient thématisées. Donc, je n'ai pas le temps, puisqu'on me dit qu'il me reste à peine 5 minutes, de revenir sur les ententes actuelles. Donc, ma résolution a une vertu, c'était de réduire ces ententes de 10 à 4, en fait de 10 à 3, et il y en a une de plus depuis. Donc, je n'ai pas le temps de détailler ce que sont ces universités avec lesquelles nous avons des accords, mais je pourrais y revenir tout à l'heure dans la discussion. Et ce que vous voyez à l'écran avait été soumis, bien entendu, à la universitaire. Autre sujet extrêmement douloureux et qui a aussi mobilisé des dynamiques de censure, et si je dis que c'est très douloureux, c'est que ça vient du camp allié. Ça a été donc les 2 campagnes menées avec donc la grande coalition de la société civile québécoise, coalition BDS Québec. La première était en fait une campagne que nous avions menée à la demande de BDS Palestine, BNC, et donc de prendre part à une campagne menée depuis 13 ans par BDS Palestine contre une firme de sécurité impliquée dans les violations des droits de la personne palestinienne. Et il s'agissait de la firme de sécurité G4S, dans laquelle nous avions découvert, en faisant enquête, que la CDPQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec, était complètement impliquée. Nous avons mené une campagne tambour battant pendant 19 mois. Nous avons réussi à rencontrer les dirigeants de la CDPQ à 2 reprises.
Nous avons fini par passer le relais à Québec solidaire, qui a fini par humilier comment est-ce qu'on appelle ça, le président directeur général de la CDPQ en public, et qui a obtenu finalement le retrait, le désinvestissement de la CDPQ de G4S. Là où je dis que c'est douloureux, c'est que la coalition BDS Québec n'a pas réussi à s'approprier cette victoire. Tout le monde nous a fêté, sauf nous. Nous n'avons pas réussi à émettre un communiqué pour revendiquer cette victoire. Pareillement, lorsque nous avons le 15 mai de l'année dernière décidé de payer une publicité payante, oui, d'acheter une publicité dans Le Devoir pour commémorer la Nakba, à notre grande surprise, donc dans la version papier, notre texte est passé, comme vous le voyez ici. Par contre, la publicité numérique, qui était censée paraître 100 000 fois, au travers de 100 000 clics pendant 8 jours, est interrompue au bout de 3 jours. Et nous recevons ce courriel qui nous dit la campagne a été suspendue par la haute direction. C'est une campagne trop politique et idéologique. Ce n'est pas le genre de partenariat publicitaire que Le Devoir veut développer à long terme. C'est un sujet et un ton trop polarisant. Extrêmement choquant de s'entendre dire que des faits, c'est de l'idéologie. Donc, à nouveau, le problème est renversé sur sa tête. Et si vous comparez, en fait, les bannières numériques avec le texte papier, il y a peut-être 2 termes supplémentaires qui y figurent, qui ont dû chicoter, perturber donc la fameuse haute direction, et ce sont les termes de nécroviolence et de suprématisme. Toujours est-il que personne n'a été d'accord sur comment procéder. On était tous d'accord pour se dire il faut écrire et il faut protester, ce que nous fîmes, mais j'ai pris sur moi à ce moment-là pour prévenir Le Devoir, après avoir consulté des avocats et en avoir référé donc à nos camarades, qu'il fallait nous conseiller de faire une mise en demeure. Et l'occasion était en or. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes en mesure, au Québec et au Canada, de tenir la presse et de lui demander de rendre des comptes. Donc, il y a eu un grand conflit autour de la question de savoir si on allait de l'avant avec la mise en demeure ou si on n'allait pas de l'avant. Avec ce qui se passe avec BDS Québec, c'est clairement donc est une coalition, et ça me peine de le dire, cérébralement morte depuis le 7 octobre, en fait depuis cet événement, mais qui n'a pas du tout réussi à prendre la balle au bond et à réagir. Et je n'ai pas encore toutes les explications. Je ne peux plus spéculer sur ce qui s'est passé. Est-ce que certains membres ont été menacés par le lobby israélien d'une manière ou d'une autre? Toujours est-il que moi, j'ai la certitude que la gêne pour BDS Québec, qui est encore une fois une grande coalition composée de grandes centrales syndicales, d'organisations de défense des droits de la personne, d'organisations féministes, d'organismes communautaires, c'est que à trop toucher de près des symboles nationalisme québécois, eh bien, on s'est brûlé les plumes, si je puis dire. Et c'est comme ça que je m'explique que finalement, BDS Québec n'est pas réussi à s'approprier sa victoire dans la campagne contre G4S CDPQ et n'est pas réussi à demander au devoir de rendre des comptes. Donc, de rendre des comptes et de cesser cette censure que le devoir opère régulièrement vis-à-vis de la Palestine. J'ai encore le temps? Ouais. OK, alors très rapidement, j'ai été également avec ma partenaire dans Maison Palestine, un nouveau OSBL culturel qui essaie de mettre de l'avant la Palestine sur la scène montréalaise. Nous travaillons depuis 8 mois
à faire venir une magnifique exposition historique sur la Palestine. On s'est battu 8 mois durant pour trouver une salle d'exposition. On a fini par obtenir 3 mois une aumône au Carrefour des Arts et des Sciences, qui est quand même une salle assez moche et introuvable de l'Université de Montréal. Bref, nous étions en train nous étions dans les préparatifs intenses de dernière minute en décembre. L'exposition devait ouvrir en janvier et se dérouler jusqu'au mois de mars. Je suis prévenue par le rectorat, le décanat, dont dépend cette salle du Carrefour des Arts et des Sciences, que malheureusement, il y a eu un rapport de sécurité et qu'on préconise donc l'annulation pure et simple de l'exposition. Alors, annulation, pourquoi, comment? Est-ce que je peux voir le rapport de sécurité? Non, vous ne pouvez pas. Donc, le rapport préconisait une annulation, mais nous avons plaidé pour un report. Ah bon, un report quand? Ah ben, au mois de juin. Ah oui, mais au mois de juin, c'est quand même pas top. Il y a quand même pas beaucoup d'étudiants sur les campus. C'est parfait pour plomber une exposition. Ah, mais non, on les aime beaucoup, nos expositions du mois de juin. Écoutez, en gros, c'est à prendre ou à laisser, mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez me garantir qu'au mois de juin, on va pouvoir y aller? Parce que je ne vois pas trop, en termes de sécurité, ce qui va changer de janvier au mois de juin. Non, non, je ne peux pas vous garantir. Donc, vous avez bien annulé l'exposition. Non, non, pas du tout. Puis d'abord, nous n'avons aucune obligation à soutenir un organisme extérieur. Alors là, je me suis arrêtée en demandant des explications sur quel organisme extérieur il s'agissait. Bref, en essayant de pousser un peu le décanat dans ses retranchements, j'ai assisté à une espèce de panique, des saisies d'arguments qui n'avaient rien à voir en fait, avec la réalité, mais on a quand même réussi à me dire que c'était en lien avec ce qui s'était passé à Concordia. Vous comprenez pourquoi je vais vous en parler pour finir. Donc, c'est une exposition historique, on s'entend, qui était censée qui reconstruit, en fait, qui a été déjà montré dans le très beau centre Sakakini à Ramallah, et qui reconstruit des foires internationales organisées par les Palestiniens dans les années 30 à Jérusalem. Problème de sécurité, apparemment, cette exposition représentait un danger réel pour l'Université de Montréal. Lancement de livre que j'ai aussi tenté d'organiser, Hamdi Imse, c'est un très grand juriste palestinien qui enseigne à Queens. Il vient de sortir son livre qu'on attend tous avec impatience depuis très longtemps chez Cambridge University Press, The United Nations and the Question of Palestine. Cet événement devait être lancé en collaboration avec le CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale, dont incidemment je suis membre. Ça a été la croix et la bannière pour obtenir l'accord des discutants que je souhaitais faire inviter pour encadrer l'événement. Et finalement, même panique, on me déclare impossible de tenir cet événement comme un événement public. Ça va devoir se tenir derrière des portes fermées et avec une liste d'invités triés sur le volet, une vingtaine au maximum. Le décanat ayant annulé mon exposition s'est cru redevable, donc m'a opéré une espèce de négociation un peu sordide avec moi et où je me suis retrouvée à organiser donc ce lancement de livre donc le 29 janvier prochain, mais où je me suis quand même laissé piéger à la fin, puisqu'on ne peut assister à cet événement que sur inscription sur Eventbrite et dans une salle qui ne peut contenir que 70 personnes. Là aussi, argument sécuritaire, on ne peut pas garantir la sécurité de l'événement, m'avait dit la direction du CERIUM. Lorsque le décanat m'a dit, mais nous, on peut assurer la sécurité d'un événement, on ne peut pas assurer la sécurité d'une exposition sur 3 mois, je retourne voir la direction du CERIUM, je me dis, le problème est réglé, le décanat veut bien assurer la sécurité, on me dit, non, c'est à prendre ou à laisser, c'est 20 personnes derrière. Bon, voilà. Pour conclure, Go Back to Poland. Go Back to Poland, qu'est-ce que c'est? C'est donc le cri excédé de cet étudiant chargé de cours dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure,
et qui a évidemment donné lieu à un déchaînement de haine contre lui, à des courriels d'une violence mais que vous ne pouvez pas imaginer. Un étudiant qui n'a pas du tout été protégé de ce point de vue-là par l'Université de Montréal, qui aurait dû, en principe, bloquer son courriel pour qu'il ne soit pas assujetti à ce déferlement de haine. Je ne vous détaillerai pas les contenus de ces courriels qu'il a partagés avec moi. On l'a évidemment peinturé en antisémite total, qui, lorsqu'il disait à Netanyahou « Go back to Poland », évidemment, ce qu'il disait là, interprété pour lui, c'est « retourne dans les chambres à gaz, retourne dans les camps de concentration ». Extraordinaire. Alors, je ne ferai pas de commentaire non plus sur le côté surprenant de ce type d'exclamation venant d'un historien qui sait très bien ce que les pays occidentaux ont dit aux Juifs rescapés de l'Holocauste lorsqu'ils ont essayé de se réfugier au Canada, aux États-Unis et en Europe. Mais toujours est-il que ce qui est devenu absolument inaudible à travers ce « Go back to Poland », c'est la réalité des Palestiniens et des Juifs aujourd'hui. Je dis bien des Juifs, pas des Israéliens, puisque tous les Juifs du monde peuvent faire leur alia en Israël, peuvent monter en Israël, peuvent devenir citoyens israéliens, peuvent retourner en Israël, ce qui est absolument dénié aux Palestiniens aujourd'hui. Donc toute cette discussion sur le droit du retour qui est légiféré en Israël pour les Juifs, mais qui est absolument interdit pour les Palestiniens, alors c'est un droit qui est reconnu par la résolution 194 des Nations Unies, ça a été indicible, inaudible et invisibilisé par l'interprétation qu'ont donnée en fait les sionistes donc, de cette exclamation. Alors, j'ai fini. Je voulais juste signaler donc, 2 rapports extrêmement importants qui sont sortis il y a 2 ans, qui thématisent donc, ce qu'on appelle désormais le racisme anti-palestinien sur les campus universitaires canadiens et dans la société civile canadienne et québécoise, et signaler aussi une pléthore de travaux, dont ceux de Hoda, qui documentent parfaitement la situation au Canada et en général, et donc de manière plus large aux États-Unis pour ce qui est donc du problème de la censure et qui comment dire, propose une lecture critique de la propagande délétère israélienne et processus d'altérisation des Palestiniens que l'on trouve donc, dans les manuels scolaires israéliens. Donc le problème, c'est pas qu'on ne sait pas, le problème, c'est pas qu'on n'a pas accès à l'information. Le problème, c'est cette paralysie généralisée, cette abdication du sens critique, cette peur panique des acteurs, des uns et des autres, institutionnels, individuels, communautaires, qui n'arrivent pas à franchir donc, cette paralysie imposée par la chape de plomb de l'IHRA et de sa définition. Je m'arrêterai là et je pense que tant qu'on n'aura pas collectivement et individuellement agrippé ce problème-là, il ne se passera rien de nouveau pour ce qui est de la suppression de la censure de la parole palestinienne ici et ailleurs. Un grand merci donc à nos 2 présentatrices là, qui nous ont brossé un portrait de surveillance, stigmatisation, répression aussi, à la fois policière, médiatique et institutionnelle des voix palestiniennes, y compris sur les campus universitaires. Je me permets un petit commentaire, une petite réflexion. Peut-être comme vous, je lis le Journal de Montréal tous les jours et sinon, je vous encourage à vous abonner. Et apparemment, Pierre-Carl Pelado a des problèmes financiers. Et, mais comme vous le savez, donc, ce regroupement de presse, ce regroupement médiatique, en fait,
a à son service plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses qui, depuis des années, en fait, ont un fonds de commerce qui est en fait l'attaque maintenant depuis 2020, c'est les woke. Avant, c'était les social justice warriors et avant, c'était les political correctness. Donc, ils changent de tous les 3 ans de label sans jamais trop nous expliquer pourquoi. Sous prétexte de défendre la liberté d'expression et la liberté académique. J'insiste sur la question de la liberté académique. Ils reprochent, entre autres, à nos directions d'établissement leur lâcheté dans des situations de liberté académique où, par exemple, des collègues ont pu être chahutés par des étudiants et étudiantes en personne ou sur le web, sur les médias sociaux. Et donc, comme je lis le Journal de Montréal tous les jours, je suis intrigué par le fait que, en fait, ces chroniqueurs et chroniqueuses qui perdent pas une occasion de rapporter un cas dans un campus américain dans le Midwest, quand c'est des profs qui seraient attaqués par des féministes ou des antiracistes ou des militants, militantes, de minorités de genre ou sexuelle, au nom de la liberté académique et de la liberté d'expression. Mais en fait, ces chroniqueurs et ces chroniqueuses n'ont consacré absolument aucune ligne, zéro, mais zéro sur les cas qui viennent de nous être présentés et d'autres aussi. Il y a des étudiants et étudiantes en médecine en ce moment qui sont soumis à de la répression par des professeurs sur des campus universitaires. Et les cas que Diala nous a présentés, il y en a, y compris à Toronto il y a quelques années. Il y en a aussi aux États-Unis, si ces chroniqueurs et ces chroniqueuses s'intéressent tant aux universités américaines. Il y en a beaucoup en ce moment aux États-Unis, y compris dans les universités qui les intéressent le plus, c'est-à-dire les plus grandes universités comme Harvard, Columbia et d'autres, où là, des étudiants et étudiantes pro-palestiniennes, des fois palestiniennes eux-mêmes d'ailleurs, ou elles-mêmes, mais aussi juifs et juives solidaires sont stigmatisés. Je mentionne à ce sujet d'ailleurs un autre cas dont le Journal de Montréal n'a absolument pas parlé du tout. C'est notre collègue Leslie Wood, donc sociologue juive, spécialiste des mouvements sociaux à Toronto, à l'Université de York, qui non seulement a été la cible avec 10 de ses camarades d'une descente policière aux petites heures du matin, comme si elle était dans une organisation terroriste. En fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait collé des affiches sur une vitrine de Indigo. Mais ce qui est le plus intéressant pour les chroniqueurs et chroniqueuses de Québécois, c'est qu'en fait, suite à cette intervention policière, en plus, l'Université de York l'a suspendu. Aucun mot dans le Journal de Montréal, zéro, aucune mention. Et donc, ça nous laisse penser, peut-être, c'est une hypothèse, qu'en fait, la liberté académique intéresse en réalité très peu les journalistes et les chroniqueurs, chroniqueuses de Québécois. Ce qui les intéresse, c'est de critiquer les féministes et les antiracistes. Mais c'est une hypothèse de travail. Donc, maintenant, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser la parole. Ce que je vous propose de...